Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très cordial bienvenue à cette présentation de la rentrée Idées et Savoir des éditions Albin Michel. L'occasion de faire le point à la rentrée sur l'état de nos connaissances, les choses que l'on va pouvoir découvrir et éventuellement un certain nombre d'idées que nous allons pouvoir remettre en question. Gilles Herry, vous êtes président-directeur général des éditions Albin Michel. Bonjour et bienvenue. Bonjour Pascal. Je sais que cette rentrée des essais, elle vous tient à cœur. Oui, absolument. Je suis ravi, bonjour à tous, d'être avec vous pour ce temps consacré, un peu sacralisé, consacré à notre rentrée des essais, des idées. Vous avez raison, ça me tient personnellement à cœur et c'est un domaine, les idées et les essais, important chez Albin Michel. Je me permets de le rappeler parce que toute fausse modestie mise à part, c'est vrai qu'Albin Michel est une maison très présente sur le terrain de la littérature et que parfois, c'est injuste, mais cette force d'Albin Michel, elle éclipse un petit peu notre production d'essais, qui est par définition un petit peu moins grand public, et donc je trouve ça très important qu'on ait un temps ce matin pour la mettre en lumière, parce que c'est une production de grande qualité, et c'est bien aussi de mettre en lumière le travail de nos éditeurs, qui font dans ce domaine un travail remarquable. Comment définiriez-vous la politique éditoriale d'Albin Michel dans le domaine des sciences humaines ? Alors, s'il faut la définir en deux mots, Albin Michel, c'est un éditeur généraliste, donc qui s'intéresse à tous les types de savoirs, et dont la mission, je dirais, est de les vulgariser, au sens très, très noble du terme, auprès d'un public non spécialiste. Alors, s'il fallait citer un livre pour incarner un petit peu cette vocation, évidemment, je choisirais Sapiens, de Yuval Harari. C'est un peu le Graal d'un éditeur des sciences humaines, mais voilà un universitaire de très bon niveau qui propose un livre de très bon niveau, mais qui arrive à enjamber toutes les disciplines et à nous raconter une formidable histoire de l'humanité, pour le coup, qui a fait le tour du monde, puisqu'ils sont des dizaines, peut-être des centaines de millions de lecteurs qui ont découvert cet auteur. Voilà un exemple. Alors, j'espère que la rentrée de ce matin, elle illustre aussi cette ambition, qui est notre ambition éditoriale. Elle emprunte, elle aussi, à tous les champs du savoir, quasiment. Vous allez parler de philosophie, vous allez parler de psychologie, de spiritualité, d'histoire, d'essais, de débat d'idées. On va parler de tout ça avec des auteurs qui sont à la fois des spécialistes, incontestés, légitimes sur leur sujet, ça c'est important, mais qui aussi, et ça c'est difficile, ont la pédagogie et le style aussi, il en faut, pour précisément délivrer ce message et parler de leur sujet à un public non spécialiste, non universitaire. Alors, on n'en parlera pas ce matin, Gilles Herry, en tout cas on ne présentera pas les livres concernés, mais vous lancez aussi une collection de poche dans le domaine des sciences humaines. Oui, c'est vrai, c'est intéressant de la mentionner parce qu'elle illustre assez bien aussi notre ambition éditoriale. Elle s'appelle Espace Libre. Nos amis libraires la connaissent, je crois, puisqu'on l'a lancée l'an dernier. Et elle va compter près de 150 livres environ dès cette fin d'année 2021. Et c'est une très belle collection dédiée aux sciences humaines, à toutes les disciplines, qui va devenir, qui est déjà la grande collection patrimoniale d'Albin Michel, réunissant tous ces livres que nous publions dans ces domaines. Alors, vous l'avez dit, la matinée va être extrêmement riche, et en plus de ça, il y a un invité surprise. Vous savez tout. En effet, il y a une guest star, donc je vais vous en dire un mot, puisque l'auteur ne sera pas avec nous ce matin, et qu'on était encore il y a quelques jours dans l'incertitude quant à la programmation de son livre. Alors c'est le grand retour de Frédéric Lenoir. Après le succès dont les libraires se souviennent du miracle Spinoza, il y a quelques années, Frédéric Lenoir nous fait l'honneur de nous donner un texte qui va être consacré à une autre grande figure de la pensée, de la psychanalyse, pour être plus précis. Alors ça n'est pas Freud, c'est donc son frère, en l'occurrence son frère ennemi, Carl Gustav Jung, qui est moins connu que Freud en France, c'est évident, mais tout aussi passionnant, et que Frédéric va mettre en lumière et nous raconter. Alors, même s'il n'est pas là, je l'ai détourné de son labeur, puisqu'il travaille assidûment au livre en Corse, pour qu'il nous envoie une petite vidéo qui va vous donner une idée, alors, tout simplement pourquoi Jung, selon lui, est une figure absolument centrale de la pensée occidentale, et pourquoi il a eu envie, comme il l'avait fait avec Spinoza, de la porter à la connaissance du grand public. Donc ça, vous diffuserez cette petite vidéo, je crois, dans le fil de la matinée. Alors on découvrira effectivement la vidéo tout à l'heure, on découvrira le livre au mois de novembre. Exactement. Merci beaucoup, Gilles Herry. Merci, bonne matinée.
Gilles Herry, vous l'annoncez tout à l'heure, et il y a un invité surprise dans cette matinée de présentation Idées et Savoir des éditions Albin Michel. Frédéric Lenoir nous a envoyé un message en images depuis la Corse où il écrit pour nous parler de son prochain livre à paraître au mois de novembre. En 2017, Frédéric Lenoir avait consacré un ouvrage important à Spinoza, mais il y a un autre penseur qui l'a beaucoup marqué, et c'est à ce penseur qu'il consacre donc son prochain ouvrage, Frédéric Lenoir. Chers amis, j'ai le grand plaisir de vous présenter mon prochain livre sur Carl Gustav Jung. Vous savez que j'ai fait un livre sur Spinoza qui a eu un très très grand succès, et Spinoza fait partie de ces grands auteurs qui m'ont marqué, le nom est connu du grand public, mais presque personne ne l'avait lu. Et Jung, c'est pareil. C'est un auteur qui m'a énormément marqué, depuis l'adolescence d'ailleurs, et le nom est connu de beaucoup de gens qui ont entendu parler, mais qui n'ont pas vraiment lu. Et donc j'avais très envie de faire un livre qui fasse découvrir la pensée de Carl Gustav Jung. Alors cette pensée, elle est passionnante, elle est d'une très grande richesse. Jung a redéfini l'inconscient après Freud, c'est un disciple de Freud qui ensuite s'est séparé de Freud parce qu'il n'avait pas la même définition de l'inconscient. Pour Freud, l'essentiel de l'inconscient, c'est un lieu du refoulement. On refoule dans l'inconscient tout ce qu'on ne veut pas voir, nos pulsions, etc. Et pour Jung, l'inconscient, c'est à la fois un lieu de refoulement, mais c'est aussi un lieu créatif, c'est-à-dire qu'il y a un dialogue entre le conscient et l'inconscient. Et pour lui, ce dialogue entre le conscient et l'inconscient nous parlant à travers les rêves, à travers les lapsus, à travers les fantasmes, etc., nous permet d'accomplir ce qu'il appelle un processus d'individuation. C'est-à-dire comment devenir soi, comment progresser dans une conscience de plus en plus grande de toutes les parts inconscientes de nous-mêmes. Et Jung fait tout un cheminement dans lequel il nous explique qu'il y a non seulement l'inconscient personnel, mais un inconscient collectif. Donc il a défini, c'est le premier à définir l'inconscient collectif. Nous héritons d'un tas d'informations dans notre inconscient, des ancêtres, des gens qui nous ont précédés, de la culture dans laquelle nous naissons. Et tout ça est aussi à travailler dans ce processus d'individuation. Il a parlé aussi des grands symboles, des archétypes universels. Jung a parlé de l'animus et de l'anima. Vous savez que l'animus, c'est la part masculine qu'ont les femmes dans leur inconscient, et l'anima, c'est la part féminine qu'ont les hommes. Il a parlé de la persona, qui est cette image sociale, ce masque que nous donnons qui, justement, entrave le processus d'individuation. Il a parlé de la synchronicité, c'est-à-dire des événements qui sont reliés entre eux par du sens et non pas par une causalité. Il a parlé des types psychologiques, le type pensée, intuition, etc. Donc Jung est un grand génie qui a, à mon avis, apporté des éléments décisifs dans la connaissance de la psyché humaine. Et c'est ce que j'ai envie de faire découvrir à travers ce livre, à travers ce processus d'individuation auquel le lecteur pourra d'ailleurs s'identifier, puisqu'il y a toute une dimension qui nous interpelle, de même que Spinoza nous guidait à travers son éthique de la joie. Jung nous guide à travers une connaissance de nous-mêmes et tout ce travail qui nous fait aller de l'inconscience à la conscience, et c'est ce que je vais proposer dans ce livre. Merci à vous. Merci beaucoup Frédéric Lenoir, ça nous met effectivement en appétit. Carl Gustav Jung et le processus d'individuation, c'est le sujet de votre prochain livre à paraître en novembre chez Albin Michel. Roger-Paul Droit, normalien, agrégé de philosophie, docteur d'État. Il a également été chercheur au CNRS, enseignant à Sciences Po. Il est un spécialiste des relations de la culture occidentale et des cultures non européennes. Il est l'auteur d'une quarantaine d'ouvrages remarqués, largement traduits, et notamment chez Albin Michel, Et si Platon revenait, publié en 2018, et Monsieur, je ne vous aime point, Voltaire et Rousseau, une amitié impossible, sorti en 2019 et couronné du prix Montesquieu 2020-2021. Bonjour Roger-Paul Droit. Bonjour. Vous nous proposerez le 1er octobre prochain un voyage dans les philosophies du monde. À l'heure de la mondialisation, nous connaissons les cuisines du monde, les traditions, les musiques de nombreux pays. Mais dès qu'on parle de philosophie, alors nous pensons généralement européen, local, il s'agit d'affaires grecques, européennes, en tout cas occidentales. Voyager, c'est d'abord penser autrement, écrivez-vous, vous souhaitez donc nous faire voyager. Absolument. Et les vrais voyages, vous savez, ce sont des voyages mentaux, des voyages dans la tête, des déplacements de perspective. Parce que si nous allons
simplement déplacer notre corps en allant en Chine, en Inde, au Tibet, à Jérusalem, dans les pays arabes, mais simplement pour changer de cuisine ou de perspective ou de climat, eh bien, nous ne faisons pas de vrais voyages. Je crois beaucoup plus utile de nous déplacer dans notre tête plutôt que de rester avec nos habitudes, qui sont effectivement des habitudes grecques, européennes, occidentales. Et ce que je veux montrer à travers ce voyage, c'est qu'il n'y a pas seulement de la philosophie en Grèce ou en Europe, comme on nous l'a dit, on nous a rabâché cela. Il y a de la philosophie proprement dite, c'est-à-dire un examen des idées, un retour critique sur les outils de la pensée. On trouve cela différemment, bien sûr, mais en Inde, en Chine, au Tibet, dans les pays bouddhistes, au Japon, dans le monde entier, y compris bien évidemment dans les traditions juives et dans la tradition musulmane. Et là, cette idée que la philosophie n'est que grecque, elle est heureusement en train de se fissurer, y compris de manière officielle. Je veux souligner que pour la première fois cette année, 4 auteurs non européens figurent parmi les philosophes du baccalauréat, ceux qui peuvent donner lieu à des études. Il y a Zhuangzi, celui que nous appelions autrefois Chuang Tzu, le grand taoïste, une sorte, à mes yeux, de Nietzsche de la Chine antique, avec une prose absolument extraordinaire, une sorte de sens de la provocation inouïe. Il y a, dans les auteurs aussi maintenant officiels, Nagarjuna, grand logicien bouddhiste, une sorte d'hyper-sceptique, dialecticien redoutable et très intéressant, qui a été commenté au Japon, en Chine, ensuite pendant des siècles. Il y a Maïmonide, le grand médecin juif, diplomate, écrivant à la fois en arabe et en hébreu. Et puis, il y a Avicenne, médecin, diplomate, philosophe, lecteur d'Aristote en pays musulman. Et voilà, ce sont ces voyages-là qui nous font changer de tête, où je veux accompagner le lecteur, une sorte de guide, un guide aussi simple, accessible et utile que possible. Alors, il y a une chose qui m'a beaucoup frappé dans votre livre, Roger-Paul Droit, c'est la relation que je qualifierais d'intime entre la langue et le monde philosophique. Chaque langue génère un monde philosophique. Plus précisément encore, la relation entre les mots et la pensée est importante, même si parfois les mots manquent pour désigner ou définir l'indicible ou le vide. Ah, pour désigner l'indicible, par définition, mots. Les mots manquent toujours. Mais, si j'ose dire, ils manquent différemment selon les langues, si je puis dire. Parce que ce qui est frappant, c'est qu'il y a de la philosophie partout, au sens, évidemment, où il y a de la logique partout, où il y a de la rationalité humaine partout, mais à chaque fois, cette rationalité s'inscrit dans le paysage d'une langue qui ne dit pas les mêmes choses, qui ne découpe pas le monde de la même manière. Et puis cette langue, elle est aussi porteuse de culture, de tradition, d'arrière-plan, de philosophique ou spirituel, de croyances, de religion. Et finalement, l'examen philosophique, il se découpe très différemment dans les différents paysages qui sont ceux des cultures du monde. Si je vous comprends bien, les philosophies sont configurées différemment selon les régions et les langues. Oui, bien sûr, et selon à la fois les époques, mais les contextes. On pense toujours logiquement. Vous savez, la vieille idée, il y a des têtes humaines qui seraient illogiques, et puis il y a des têtes scientifico-rationnelles qui seraient occidentales. Ça, c'est délirant. Mais alors qu'il y a partout de la logique, les rapports entre cet outil, cette réflexion philosophique, qui est toujours un retour sur soi, un retour sur la pensée elle-même et sur ses outils. Eh bien, ça n'est pas la même chose lorsqu'on est dans le paysage, par exemple, du temps infini de l'Inde, des cycles des univers et des vies successives, que si l'on est dans le paysage des religions du livre ou celui de la révélation coranique. Il y a à chaque fois, si vous voulez,
un outil philosophique qui est plongé dans un contexte et ce qui finalement redéfinit évidemment les relations entre philosophie, spiritualité, sagesse, religion, mysticisme, etc. Alors ce qui est formidable, c'est que vous nous faites littéralement entrer dans la tête des philosophes indiens, chinois, bouddhistes, et quand je dis bouddhistes, ça peut être des bouddhistes indiens, chinois, tibétains ou japonais, mais il y a aussi la tête des philosophes juifs, arabo-musulmans, africains ou américains. J'ai le sentiment que ce que vous nous donnez, c'est une boussole. Oui, pas une encyclopédie. Parce que, bien évidemment, même si je suis un peu fou, je ne suis pas assez fou pour vouloir faire en 350 pages le tour de toutes les doctrines, toutes les pensées, tous les philosophes et toutes les œuvres philosophiques du monde entier. Ce que j'ai voulu, avec l'idée d'entrer dans les têtes, c'est une boussole donc, mais c'est montrer les axes. C'est montrer comment fonctionne culturellement et philosophiquement tel ou tel type de pensée. Et ça, il me semble que c'est plus utile pour les lecteurs que d'aligner des pages d'encyclopédie, essayer d'entrer et d'expliquer de la manière la plus exacte, j'espère, mais aussi la plus simple possible. Alors ça me permet de dire, et il est important de le faire, qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait de très hautes études pour pouvoir lire votre livre. Il est tout à fait accessible, extrêmement didactique, et surtout, j'ai envie de dire qu'il aiguise notre curiosité. Vous nous offrez plein de pistes à découvrir. Je l'espère. En tout cas, je me suis efforcé à multiplier ces pistes de pensée, à montrer qu'elles sont philosophiques et intéressantes, mais aussi à donner, pour chaque lecteur, de la manière la plus simple possible, des outils, non seulement de compréhension, mais aussi de suite de choses à lire. Il y a quelques extraits, il y a des repères chronologiques, il y a un glossaire, bien sûr, ne faut pas oublier. Des mots, il y a ce qu'il ne faut pas oublier, ce qu'il faut retenir de chapitre en chapitre. Il y a aussi des petits encadrés, et puis surtout des bibliographies de textes traduits et disponibles et faciles d'accès, ou bien de livres plus spécialisés pour ceux qui veulent poursuivre leur chemin. Un voyage dans les philosophies du monde, c'est le titre de votre livre. Il paraîtra le 1er octobre. Merci beaucoup, Roger-Paul Droit. Merci à vous. 3 années de travail, une cinquantaine d'auteurs, 200 illustrations, la première encyclopédie consacrée au yoga, son histoire, ses pratiques, de ses origines à nos jours. Cette encyclopédie sera publiée le 13 octobre. Son éditeur, Jean Moutapa, nous la présente. Bonjour, vous vous rappelez du succès à la fois commercial et médiatique de toutes nos encyclopédies en matière d'histoire des religions depuis une quinzaine d'années. Alors on pourrait penser peut-être que le yoga est un sujet un peu moins sérieux, entre guillemets, que les précédents. Mais en fait c'est un phénomène social extrêmement intéressant, c'est, on peut dire, le symbole par excellence de ce qu'on appelle la mondialisation culturelle. Vous savez que la pratique explose depuis une vingtaine d'années dans tous les pays du monde, y compris en France. Et nous faisons le pari que certains de ces pratiquants, peut-être beaucoup, voudront aller un peu plus loin que la simple recherche du bien-être ou la remise en forme. Alors ce que nous proposons, c'est, vous en doutez, ce n'est pas du tout un livre pratique, comme il en existe des centaines sur le marché, mais un vrai livre de vulgarisation scientifique sur une histoire qui commence plusieurs siècles avant notre ère, dans une certaine obscurité des sources d'ailleurs, pour arriver jusqu'à aujourd'hui, jusqu'aux années 2010-2020, où le yoga est très important puisqu'il fait partie du soft power d'une Inde émergente et dirigée par un parti, le BJP, très nationaliste, comme vous le savez. En passant au cours des siècles par l'appropriation du yoga par les bouddhistes en Chine, au Tibet, au Japon, etc., par les soufis, par les musulmans pendant toute l'ère de l'empire moghol, puis par les théosophes, les orientalistes, les ésotéristes au début du XXe siècle, fin XIXe, puis par la contre-culture américaine, européenne, et enfin par le marché, parce que maintenant, aujourd'hui, c'est devenu un immense marché. Alors cette histoire extraordinaire, sur plus de 2 millénaires,
nous est raconté par plus de 50 spécialistes sous la houlette de Isée Tardan-Masquelier, qui a la particularité d'être à la fois une universitaire de haut vol. Elle a enseigné l'histoire des religions à la Sorbonne, à l'UNALCO pendant très longtemps, et en même temps une figure majeure depuis longtemps des institutions du yoga en France. Donc vous avez là un ouvrage de référence, un ouvrage unique au monde en la matière, puisque on ne trouve une telle synthèse scientifique nulle part, même pas dans les pays anglo-saxons qui sont très avancés en la matière, même pas en Inde. Donc un ouvrage de référence qui est en même temps un beau livre, un livre très illustré, beaucoup plus coloré que nos autres encyclopédies, évidemment, puisque c'est l'Inde, et qui pourra être un cadeau pour une petite ou une grande partie des pratiquants du yoga en France, qui sont entre 7 et 10 millions. Isée Tardan-Masquelier, Jean Moutapa vient de le dire, vous avez dirigé cette encyclopédie. Je vais rappeler que vous êtes docteur habilité en histoire et anthropologie des religions. Vous avez longtemps enseigné à la Sorbonne et à l'INALCO, l'Institut national des langues et civilisations orientales. Vous avez dirigé le diplôme universitaire culture et spiritualité d'Asie à l'Institut catholique de Paris. Vous dirigez des projets à l'École française de yoga et co-dirigez le Labo du corps, un séminaire de recherche en partenariat avec l'École des hautes études en sciences sociales, et vous avez créé l'Observatoire du yoga. Une des grandes forces de cette encyclopédie, qui sortira donc le 13 octobre, c'est la nouvelle traduction des Yoga Sutras par Marc Balanfa. Dites-nous d'abord ce que sont les Yoga Sutras. Alors, les Yoga Sutras, c'est un peu la Bible du yoga. Disons que c'est le premier ouvrage qui synthétise des connaissances et des expériences qui vont devenir le yoga. Il existe pas mal de traductions des Yoga Sutras, mais nous, on voulait offrir au lecteur une nouvelle traduction et on voulait qu'il en dispose tandis qu'il parcourt toute l'histoire du yoga. Parce que les Yoga Sutras, ça n'est qu'un jalon très important, mais ça n'est qu'un jalon dans cette histoire. Donc, la traduction en elle-même est importante, les commentaires sont très importants aussi et apportent du nouveau sur le plan philosophique, surtout. Commentaire, vous appelez résonance. Alors, il y a deux choses. Il y a le commentaire canonique de Vyasa, qui est le commentaire direct des Yoga Sutras. Et puis, il y a d'autre part un commentaire de ce commentaire que Marc Balanfa a voulu appeler résonance, parce que c'est une mise en écho par rapport à des questions qu'on se pose aujourd'hui et que les pratiquants du yoga peuvent trouver abordées ici. L'autre chose, je pense, qui est importante, c'est de dire que ces Yoga Sutras, ils tombent pas du ciel un beau jour. Et d'autre part, ils enclenchent un mouvement, c'est-à-dire qu'on les met en contexte. Et on a tout d'abord les prémices de ce que vont être les Yoga Sutras et de ce que va être ce premier yoga qui est très philosophique. Et ensuite, le texte lui-même, il est comme une matrice pour une multitude d'interprétations, de commentaires qui vont l'orienter dans des sens divers et variés. Donc ça, c'est vraiment la première partie de l'encyclopédie. C'est une de ses richesses, il y en a d'autres, et notamment l'histoire de tous les maîtres du yoga du 19e et du 20e siècle. Oui, alors avant, je voudrais dire qu'il y a une période qui est fascinante, c'est la période médiévale, où va se construire ce qu'on appelle le Hatha Yoga. Donc un yoga avec une inventivité sur le plan des postures, de la respiration, des techniques méditatives tout à fait extraordinaires, et des personnages qu'on met en scène qui sont hauts en couleur, qui sont des yogis hindous, qui vont être des maîtres spirituels, de grands moghols ou autres. Enfin, c'est tout ce monde
médiéval indien dans lequel le yoga a eu une place majeure. Et puis, comme vous dites, alors vient le 19e et le 20e siècle. Alors, ça, c'est encore une autre période fascinante. Ouais. Fin du 19e, on a un maître qui s'appelle Vivekananda qui arrive aux États-Unis. Il est invité en 1893 au Parlement mondial des religions de Chicago. Et là, il fascine les gens en leur parlant de l'hindouisme, mais aussi et surtout du yoga. Et puis, on va avoir toute une série de personnages qui sont charismatiques. Les Sri Aurobindo, Gandhi, Krishnamacharya et bien d'autres qui vont incarner des formes du yoga revisitées, modernisées et qui vont diffuser, soit eux, soit leurs disciples, vont diffuser toutes ces formes en Occident. Et là, cette période que j'ai appelée la première mondialisation du yoga, elle se termine avec les Beatles à Rishikesh et leur maître Maharishi Yogi. Un dernier mot peut-être sur l'iconographie de cette encyclopédie que vous qualifiez de rare et de parlante. Oui, elle est rare parce qu'il y a des images qui ne sont pas connues du grand public, qui sont très signifiantes pour la pratique du yoga. Pour la culture en général du yoga dans son contexte. Et on a voulu que ce livre il soit beau, qu'il soit très illustré, très coloré, parce que l'Inde, c'est ça, c'est la couleur. Et que aussi, les yogis disent beaucoup de choses par l'image, qu'ils disent autrement ou qu'ils ne disent pas dans leurs traités. Donc l'iconographie est très importante, oui. Merci Isette Ardant-Masquelier. La magnifique encyclopédie du yoga que vous avez dirigée sortira donc le 13 octobre. Merci. Abdenour Bidar, normalien, docteur et agrégé de philosophie. Vous êtes aussi inspecteur général de l'éducation nationale, auteur prolifique, connu pour vos interventions publiques en faveur des notions de fraternité et de laïcité. Vous avez notamment été le principal rédacteur de la charte de la laïcité à l'école. Vous avez publié plusieurs titres chez Albin Michel, dont Plaidoyer pour la fraternité. C'était juste après les attentats de janvier 2015. Et puis en 2016, Quelle valeur partager et transmettre aujourd'hui. Vous nous proposerez le 25 août, Génie de la France, le vrai sens de la laïcité. Vous préférez esprit ou génie français plutôt qu'identité française. Et vous vous demandez si le génie français n'est pas aujourd'hui de se tenir au bord de l'abîme, cet abîme qui sépare identitaires et indigénistes, islamophobes et islamo-gauchistes. On pourrait allonger la liste à l'infini. Un peu à l'instar du gouffre provoqué par ce que Jean Jaurès appelait la guerre des deux France au début du XXe siècle. Jean Jaurès, il est important dans votre livre. Il est très important parce que, d'abord j'ai une vénération particulière pour Jean Jaurès. Je dirais en lien avec ce que je dis sur la France, c'est un grand Français, c'est-à-dire quelqu'un qui saisit et qui incarne le génie de la France. Notamment parce qu'on lui doit de grandes envolées sur la laïcité, et puis au-delà des grandes envolées, une perception fine de ce qu'a été la laïcité, de ce qu'elle a représenté en tant que concrétisation, que grand moment de concrétisation historique de ce que j'appelle, moi, le génie de la France ou l'esprit français. Parce que cette laïcité, comme l'a concevée Jaurès, ce n'est pas une arme de guerre anti-religieuse, comme on voudrait aujourd'hui le laisser entendre ou le faire accroire. La laïcité, pour Jaurès, c'est un outil de concorde. Jaurès est un grand pacifiste, on sait qu'il a été assassiné juste avant la guerre de 14, justement pour ses opinions pacifistes. Eh bien, la laïcité, c'est un outil de paix au service de tous, athées, agnostiques, croyants, qui, grâce à la séparation des églises et de l'État, vont se retrouver dans la jouissance des mêmes droits et des mêmes devoirs. Donc en fait, c'est un instrument de concorde politique, mais on ne le dit pas assez souvent, un instrument aussi de concorde spirituelle et de liberté spirituelle, puisque voilà que grâce à cette laïcité, chacun, quel qu'il soit, qu'il croit au ciel ou qu'il n'y croit pas, comme disait Aragon, eh bien, il va avoir sa place dans la société française en tant que citoyen à part entière. Et
j'ai fait ce livre parce que il y a une ironie, je dirais, un petit peu désolante aujourd'hui à voir que la laïcité, qui est un instrument de concorde, ne réussit aujourd'hui qu'à nous fracasser un peu plus les uns contre les autres dans cette espèce de mêlée générale ou de bagarre générale qui est devenue le débat français sur les questions d'identité. Alors ça, c'est la vision pessimiste, hein, mais moi qui étais pessimiste en regardant les informations, en ayant lu votre livre, j'ai retrouvé un peu d'espoir. C'est pas négligeable. Mais souvent, quand on prend un peu de recul historique, on a un petit peu d'espoir parce qu'on n'a plus le nez dans le guidon, on se dit on est déjà passé, nous Français, comme tout autre peuple, hein, toute autre société, par tellement de vicissitudes. Et on a en nous quelque chose qui nous permet, contre vents et marées, eh bien, à intervalles réguliers, de nous retrouver, de nous rassembler. Et moi, je voudrais que la laïcité soit ce principe de rassemblement qui met tout le monde d'accord, pas pour faire taire tout le monde, mais encore une fois pour offrir à tous et à toutes, sans discrimination, sans privilège, le même droit d'exister tel qu'il est dans la société française, dans sa multiculturalité, parce que c'est ça la différence avec l'époque de Jaurès, hein, c'est-à-dire que l'identité française a explosé, et je crois que nous avons du mal, nous Français, à prendre l'actualité, c'est-à-dire à actualiser la conscience de soi de cette société française qui est aujourd'hui extrêmement diverse et qui, grâce à la laïcité, mais pas seulement à la laïcité, grâce à tout notre panthéon de valeurs, liberté, égalité, fraternité, doit réussir à exister à la fois comme une et comme multiple, dans l'unité partagée de valeurs fondatrices communes et dans sa diversité, dans sa multiculturalité, etc. Avec nos différences, par-delà nos différences, dans la jouissance d'un bien commun, mais à la condition que nous réussissions à faire vivre nos valeurs, parce que souvent c'est ça le problème, c'est-à-dire que liberté, égalité, fraternité et laïcité, tout cela paraît bien abstrait à un certain nombre de nos concitoyens qui disent « la République nous fait des promesses, mais elle ne tient pas ses promesses, il y a de la pauvreté, il y a des injustices, il y a des discriminations, etc. etc. » Donc comment est-ce qu'on fait, nous Français, en ce début du XXIe siècle, pour être à nouveau à la hauteur de la promesse qu'on a faite, qu'on s'est faite à nous-mêmes, mais qu'on a faite au monde aussi. Parce que c'est ça, la France aux yeux du monde. La France aux yeux du monde, ça ne sera jamais une grande puissance matérielle, on ne se distinguera jamais par notre génie économique, hein, même si on existe dans la compétition économique, on s'est toujours signalé parce qu'on a été des créateurs de valeurs, et on est encore plus respecté dans le monde, je le dis sans arrogance, hein, fameuse arrogance française, quand on arrive à être à la hauteur de ces valeurs, c'est-à-dire quand on arrive à les faire exister concrètement au bénéfice de tous. Alors, dans votre démonstration, il y a un tas de choses intéressantes, hein. Vous dites que le génie de l'esprit français réside dans le fait que son art de la déconstruction est essentiellement un pouvoir de désacralisation. Et cette notion de désacralisation, elle est très très importante, parce que qui dit désacralisé dit forcément laïque. Vous allez même jusqu'à parler d'une dimension spirituelle du blasphème. Oui, alors j'en arrive pas tout de suite là, parce que dit comme ça, c'est un peu incompréhensible. Mais qu'est-ce que c'est que l'esprit de la France, le génie de la France, la vocation de la France, disait François Mauriac? Eh bien, ce génie de la France, c'est le génie d'un peuple qui dit non. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'esprit libre-penseur de la France, c'est l'esprit de Voltaire, c'est l'esprit de Descartes. Et c'est cet esprit qui nous permet de rester insoumis, rebelles à tout ce qui voudrait nous dominer, tout ce qui voudrait nous aliéner, toutes les idoles et toutes les idéologies. Et c'est en ce sens-là que je dis que l'esprit français est très lié à la laïcité, parce que la laïcité, c'est ça. La laïcité qui enlève tout pouvoir aux religions, elle n'est pas anti-religieuse, elle essaie simplement d'immuniser les religions contre leur volonté de puissance. Et en enlevant le pouvoir à la religion, quelle qu'elle soit, pas seulement l'islam, pas seulement le christianisme, toute religion, et même au-delà de ça, toute idéologie qui voudrait faire la loi, et à partir de là nous imposer une idée, s'imposer comme quelque chose d'absolu, d'absolutisé, de sacralisé, eh bien, l'esprit français dit non. L'esprit français se rebelle. Il dit non à tout ce qui est sacralisé, au sens où ce sacré serait quelque chose qui a été absolutisé, qui a été érigé en valeur absolue. Ça veut dire savoir dire non au sacré religieux, mais aussi au sacré politique. Mais bien sûr, à l'idéologie qui est la forme moderne de l'idole. Et je dis qu'en réalité... Détruire les idoles. Détruire les idoles. Et ça, c'est la thèse du livre. Vraiment, c'est le fond du livre. C'est-à-dire, je dis, la meilleure preuve que la laïcité n'est pas anti-religieuse, finalement, c'est que ce geste moderne de laïcisation de l'État, qui est une destruction des idoles, rappelle et répète sur la scène politique
sur la scène démocratique, dans la modernité, le geste ancestral, le geste inaugural de tous les grands fondateurs de religion. Abraham détruit les idoles, Moïse détruit les idoles, du côté musulman, Mohammed détruit les idoles à la Mecque. Et donc, je dis, en fait, il y a ce même esprit de liberté qui souffle à la racine du religieux, même si ensuite le religieux, sa malédiction, c'est qu'il va remplacer les idoles qui ont été détruites par d'autres idoles qu'il s'empresse de créer. Donc je dis, ne faisons pas la même chose avec notre République. Ne sacralisons pas notre République. Ne sacralisons pas la laïcité. C'est un peu la tendance. Hein, c'est un peu la tendance. Elle n'est pas faite pour ça, la laïcité. Elle n'est pas faite pour devenir l'idole de la République française, elle-même idolâtrée. Non, nous devons garder notre indépendance intérieure, parce que je parle aussi de laïcité intérieure. Je dis que la laïcité, c'est pas seulement une affaire politique, c'est-à-dire pas seulement une affaire d'institution, mais c'est aussi une affaire d'intériorité, de libération de l'intériorité, de destruction des idoles de l'intériorité. Bref, ce qu'on a appelé de Descartes à Alain qui disait penser, c'est dire non, l'esprit critique. Et c'est ça l'esprit français. Donc je dis qu'on a encore quelque chose à faire aujourd'hui, qui est de réaliser que la laïcité, c'est inséparablement un principe politique, un principe spirituel parce qu'il en va de la destruction des idoles, et un principe de vie. Un principe de vie spirituelle, parce que si je détruis mes idoles intérieures, si je cultive une laïcité intérieure, eh bien je reprends ma liberté de penser par rapport à tout ce que j'ai tendance, moi l'être humain, à sacraliser justement, c'est-à-dire à absolutiser toutes mes convictions les plus figées, toutes mes certitudes idéologiques les plus fossilisées. Voilà. Alors, du coup, il faut s'interroger sur ce que vous appelez le spirituel humain. Tout à fait. C'est-à-dire que, comme je le fais dans tout mon travail depuis un certain nombre d'années, pour moi, le spirituel ne se résume pas au religieux. Et je dirais même que le religieux devient l'ennemi du spirituel quand le religieux pense de manière dogmatique, c'est-à-dire qu'il fige et qu'il crée des idoles ou qu'il crée des idéologies, tandis que le spirituel, c'est la liberté retrouvée par rapport à tout ce qui a été idéologisé, c'est-à-dire tout ce qui a été figé. Le spirituel, c'est dynamique. Le religieux et le politique ont intérêt à se nourrir de cette dynamique spirituelle s'ils ne veulent pas nous enfermer dans des idéologies, dans des dogmes, encore une fois, qu'ils soient politiques ou religieux. Vive la laïcité comme destruction des idoles. Ce que dans votre livre vous appelez le vide laïque m'a fait penser d'une certaine manière à ce que les bouddhistes appellent la voie du milieu. La voie du milieu et la vacuité bouddhiste. C'est ça. Et où tous, et ça je passe par ces chemins dans le livre, parce qu'on ne se refait pas, moi ma culture c'est celle d'un philosophe des religions, et il dit regardez comment toutes les grandes traditions spirituelles de l'humanité ont insisté sur une image, un grand symbole, un archétype qui est celui du temple vide. Qu'y a-t-il au cœur du temple? Rien. C'est-à-dire qu'on a laissé au dehors toutes les figures des dieux, parce que les figures des dieux ne sont encore que des idoles potentielles, c'est-à-dire des représentations toujours imparfaites de ce qui est en réalité au cœur du religieux, le spirituel, du mystère, du secret, de l'indicible et de l'inconnaissable et de l'irreprésentable. C'est ce qui permettra cette spiritualité laïque que vous appelez de vos voeux. Oui, mais à condition même d'aller encore au-delà, alors ça c'est toute la fin du livre, de ce qu'on a déjà appelé spiritualité laïque à partir de Ferdinand Buisson jusqu'à aujourd'hui André Comte-Sponville par exemple, etc. Donc je dis que même cette exigence d'une spiritualité laïque, eh bien, elle n'a pas été conduite encore assez loin et que eh bien, l'avenir nous appartient pour spiritualiser toujours plus la laïcité qui est ce paradoxe de séparer le religieux et le politique pour assurer une liaison plus essentielle entre le spirituel et le politique, et donc pour spiritualiser nos vies sociales, les arracher à ce matérialisme, à cette matérialité, à cette absence de sens dans laquelle on a tous l'impression de s'enfoncer aujourd'hui comme dans une nuit noire. Merci beaucoup Abdelnour Bidar. Génie de la France, le vrai sens de la laïcité. C'est un livre important, il sortira le 25 août. Merci beaucoup. C'est un éditeur que nous recevons maintenant, Francis Geffard, bonjour. Bonjour Pascal. Vous êtes l'éditeur d'une histoire horizontale de l'humanité qui sortira le 1er octobre, un ouvrage signé Brian Fagan et Nadia Durrani. Je vais dire qui ils sont. Brian Fagan est un spécialiste reconnu de la préhistoire. Il est professeur émérite d'anthropologie à l'Université de Californie à Santa Barbara. Et Nadia Durrani écrit depuis une vingtaine d'années sur l'archéologie. C'est l'ancienne rédactrice en chef du magazine Current World Archaeology. Elle a coécrit un grand nombre de manuels avec Brian Fagan, des manuels universitaires.
Francis Geffard, aujourd'hui, le lit, c'est le lieu de l'intime, hein, l'objet qui se trouve dans la chambre à coucher, la pièce qu'on montre le moins possible aux invités. Ça a de loin pas toujours été comme ça. Absolument, absolument. Ça fait en fait simplement depuis le milieu du 19e siècle, on va dire avec l'Angleterre victorienne, que le lit a été relégué et est devenu une sphère privée, parce que pendant très longtemps, je dirais qu'on a dormi entouré de pas mal de gens. Ouais, parfois très nombreux dans un lit, hein. Parfois très nombreux. C'est vrai que pour un voyageur au XVIIIe et dans la première moitié du XIXe siècle, aller dans une auberge, c'était pas forcément l'assurance de pouvoir passer une nuit seul, mais de se retrouver avec 10 ou 15 personnes dans un lit géant. Alors cette histoire horizontale prend de temps en temps de la verticalité, parce que le lit qui apparaît quand même il y a 70 000 ans est d'abord un tout petit peu en dessous du sol, puis au niveau du sol, et il va finir par gagner des pieds et prendre un peu de hauteur, parfois beaucoup plus de hauteur, synonyme de pouvoir et de réussite. Absolument, parce qu'en fait, ce qui caractérise l'évolution du lit au fil des époques, c'est cette période très particulière du sommeil et par conséquent de la non-conscience de ce qui se passe autour. Et on voit par exemple les premiers lits que l'on retrouve dans la préhistoire montrent bien que dès le début, il a été question finalement de se protéger, d'arriver à trouver un endroit qui soit sécurisé et où on puisse justement s'abandonner au sommeil sans problème, même si dans le fil des âges, la nuit n'a pas toujours été synonyme de sommeil non plus. On y reviendra, mais se protéger et se réchauffer beaucoup, hein. Absolument, d'où la nécessité de dormir avec d'autres dans un endroit. C'est-à-dire que c'est encore le cas aujourd'hui parmi pas mal de peuples autochtones, on dort rarement seul, on dort avec les autres. Et le talent de ces deux auteurs, c'est justement d'avoir choisi cet objet qui fait partie de notre existence, parce qu'on considère que un tiers de notre vie, nous le passons à dormir. Et finalement, ce besoin de dormir, il n'a pas seulement été le seul usage du lit, qui a été le lieu de bien des activités. Alors, on parle de lit, c'est finalement très occidental, parce que dans de nombreux endroits du monde, on dort encore par terre. Absolument, ou sur un petit matelas, ou sur une natte, quelque chose que l'on range. Absolument, tout à fait. Il est question du sommeil dans cet ouvrage aussi, et le sommeil n'a pas non plus toujours été ce qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, on dort d'un bloc généralement. C'est un peu l'industrialisation qui nous a presque forcés à dormir d'un trait. Tout à fait. C'est vrai que pendant très longtemps, il y avait une vie nocturne qu'on est loin de pouvoir imaginer aujourd'hui. Dans l'Europe du XVIIe ou XVIIIe siècle, on pouvait aller faire ses courses la nuit, on pouvait faire des activités la nuit. Disons que je dirais que le sommeil a été totalement pris en charge et régulé par les scientifiques, par les psychanalystes, par les psychologues et par les médecins. Et il n'a pas toujours été ce qu'on imagine aujourd'hui. Alors, on n'a pas forcément toujours dormi couché non plus, hein. On dit que Rembrandt, ou on dit de Rembrandt, qu'il dormait presque verticalement. C'était au XVIIe siècle. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que on se rend compte en parcourant les âges et en parcourant les lieux, finalement, que nous n'avons pas tous eu la même façon de dormir, et surtout que nous n'avons pas réservé au lit le strict usage du sommeil. C'est-à-dire que c'est ça le talent de ces deux auteurs, c'est finalement de rendre le lit comme un lieu extrêmement vivant. Mais on recevait dans son lit. Absolument, on recevait dans son lit et on exhibait son lit. Oui. Parce que pendant très longtemps, le lit était l'apanage des gens qui avaient réussi dans la vie. Donc, je dirais, on le montrait aux yeux de tous. Ça n'était pas quelque chose qu'on réservait aux intimes ou à la famille. Alors ce livre, il est littéralement passionnant, et il parle pas que d'histoire, il parle aussi d'aujourd'hui et aussi un peu de demain. Les auteurs parlent de Windsurf, un des inventeurs d'Internet, qui avait créé un tollé il y a quelques années lorsqu'il avait dit que la vie privée était devenue une anomalie. Et d'un point de vue historique, il n'a pas tort. Tout à fait.
Tout à fait. Parce que pendant très longtemps, je dirais que la vie n'était pas privée par définition. C'est vrai qu'on se rend compte que cette vie privée, elle est utilisée depuis la nuit des temps à des fins politiques, elle est utilisée à des fins religieuses. On se rend compte aussi que cette vie privée, finalement, elle sert de validité à des régimes politiques, elle sert aussi de validité à des transmissions dynastiques. Je dirais qu'on aurait tort de résumer cette vie privée qui est une invention et un concept assez moderne à ce qu'on en imagine là encore aujourd'hui. Et c'est vrai que grâce à la façon dont on feuillette les différentes civilisations, les différentes époques, on se rend compte finalement que cet objet qui fait partie de notre quotidien a une histoire beaucoup plus riche qu'on ne pourrait le supposer. Alors, ce qui étonne littéralement l'Européen du XXIe siècle que je suis, c'est que même l'activité sexuelle n'a pas toujours eu son intimité. Il y a des périodes où on faisait l'amour devant les enfants, à la limite en public, quoi. Absolument. Alors, je dirais que il y a eu effectivement toute une période où la sexualité, notamment celle des puissants, était offerte au regard d'une assistance. Et pour le moins auscultée. Et pour le moins auscultée, absolument. Disons que là, pour le coup, leur vie privée ne leur appartenait absolument pas. Alors, il y a aussi le futur de l'horizontalité, d'une certaine manière. Hein. Le livre esquisse aussi le futur de cette horizontalité. Le lit totalement connecté nous pend au bout du nez. Donc tout ce qui se passe maintenant dans notre téléphone portable, avec nos tablettes, nos connexions, le lit, c'est demain. Absolument, avec l'étude de notre sommeil, avec la création des conditions de notre sommeil. C'est vrai que le lit, qui n'est pas du tout un objet technologique par définition, c'est un objet assez simple, eh bien, va devenir un peu plus compliqué, simplement sur cet aspect du sommeil et du repos, qui est, je dirais que le sommeil, quand on en parle ou quand on feuillette les pages de certains magazines, on se rend compte que c'est devenu quand même le problème numéro un. Ouais. La qualité du sommeil, le repos qu'il permet d'obtenir. Et c'est vrai que cette technologie, soi-disant, va nous permettre d'atteindre, de ce point de vue-là, une forme de nirvana ou de plénitude. Mais ça a déjà bien commencé. Une dernière question, Francis Geffard, c'est pas un hasard si c'est un anthropologue et une archéologue qui co-signent ce livre? Absolument, absolument, parce que c'est vrai qu'ils remontent loin dans le temps, qu'ils nous font voyager à travers les continents et qu'ils réussissent aussi à créer un récit qui convoque des tas de disciplines différentes et qui crée un texte extrêmement alerte, bourré d'informations, très drôle, et qui nous permet vraiment de voir cet objet aussi simple d'une façon entièrement nouvelle. Voilà, je dirais que tout ce que l'on peut imaginer lié à la vie des hommes, de la naissance à la mort, parce que pendant longtemps, on est né dans un lit, on est mort dans un lit, ce qui n'est pas toujours forcément le cas, enfin un lit chez soi, j'entends. Et puis, voilà, on a bien entendu prié, rêvé, gouverné, mangé, enfin voilà, je dirais que c'est vraiment le lieu de l'activité humaine par excellence. Merci beaucoup, Francis Geffard. Une histoire horizontale de l'humanité signée Brian Fagan et Nadia Dourani. Ça sortira le 1er octobre prochain. Le très grand plaisir de recevoir Frédéric Fernet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, essayiste, journaliste littéraire et animateur radio. Vous avez animé l'émission littéraire Le Bateau Livre sur France 5. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages et avez notamment publié chez Albin Michel «
Tu seras un raté, mon fils, Churchill et son père, c'était en 2015. Vous nous proposerez avec Jean-Jacques Vincenzini, professeur de littérature médiévale à l'université de Tours, Eros, l'encre du désir, une anthologie de l'amour, une anthologie libre et très personnelle qui sortira le 1er septembre. Une question toute simple pour commencer, comment naît un projet comme celui-là? Qui a eu cette idée folle? C'est la seule réponse, la seule question à laquelle il n'y a pas de réponse. D'où ça part, d'où ça naît. Mais un jour, on se dit, on s'y met. J'ai rencontré Jean-Jacques dans un colloque dans l'Aubrac. Bon, lui, il parlait de Tristan et Iseult, puis donc j'avais écrit un livre sur Rodin amoureux. Voilà, donc on est parti. Bon, ça a été compliqué, hein, c'est compliqué d'écrire à deux. Mais bon, on y est arrivé. Alors, votre livre se pose des centaines de questions, ou les centaines de questions que pose l'amour, en suivant une généalogie que vous qualifiez d'imaginaire. C'est une déambulation, hein, c'est pas une encyclopédie de l'amour. C'est ça, déambulation littéraire plus cavalière que méthodique, dites-vous. Exactement. L'amour n'existerait pas sans les mots? Un jour, le professeur de littérature Alan Bloom faisait une conférence devant des étudiants, et il voit que les étudiants avaient mis une banderole sur laquelle on pouvait lire « Great sex is better than great books ». Il lit ça, il est un tout petit peu vexé, il leur répond « Oui, d'accord les gars, mais vous n'aurez pas l'un sans l'autre ». Donc l'idée c'est ça, que lire c'est aimer, qu'aimer c'est apprendre à lire, et que l'amour ne serait pas grand-chose sans les poètes qui commandent nos songes et qui nous dictent des comportements, parfois d'ailleurs à notre insu, à notre corps défendant. Encore une fois, on peut n'avoir jamais lu Le Lys dans la vallée ou Les amours de Francesca de Rimini de Dante, mais malgré tout, on est travaillé, la langue même qu'on parle nous invite, nous incite à avoir un certain nombre de comportements. Voilà. Donc on subit l'empreinte de rites, de comportements, d'attitudes qui affectent nos comportements. Alors j'ai dit, vous co-signez ce livre avec Jean-Jacques Vincenzini. Plutôt qu'un livre à 4 mains, j'ai envie de dire que c'est un livre à 2 jeux. Et honnêtement, pour l'avoir lu, j'ai eu l'impression d'avoir une conversation assez personnelle avec 2 amis. Ben écoutez, c'était un peu ça l'idée. Comment parler d'amour sans dire « je » ? C'est ça. Mieux, comment parler d'amour sans dire « tu » ? Donc chacun, on a 2 histoires différentes, on a deux cultures différentes. Lui est vraiment médiéviste, moi je suis touche à tout. Il fallait qu'on puisse, on écrit chacun, nos voix se croisent, se répondent, mais chacun a un jeu qui est le sien, et on espère simplement que ce sera aussi le vôtre, celui du lecteur. Ça marche très bien. C'est vrai ? Oui, oui. Ben vous êtes un de mes premiers lecteurs, donc voilà. Dans l'adresse au lecteur, justement, vous dites qu'il ne faut pas confondre amour avec amour-propre. Préalable évidemment extrêmement important, mais est-ce que ça a joué un rôle aussi dans cette coécriture ? C'est Stendhal qui m'a mis Stendhal a renoncé totalement à l'amour propre. C'est quelqu'un qui a consacré sa vie, qui a passé sa vie à être amoureux, la plupart du temps sans succès. Mais j'adore sa devise, SFCDT, Ouais. Se foutre carrément de tout. Exactement. J'ajoute de tout le reste. Ouais. Et oui, quand on lit Stendhal, on se rend compte qu'effectivement, il a tout sacrifié à quelque chose qui était l'amour et sur quoi il a mis un nom, sans savoir forcément que c'était ça le cœur de la chose. Ce nom, c'est littérature. Et c'est quand même insensé quand on lit dans le journal de Stendhal, quand il dit « Moi, mon but, c'est d'être connu par quelques jeunes gens dans 1 siècle et demi ». Voilà, je veux dire, donc je pense que quelque part, c'est l'inventeur de l'autofiction, Stendhal. Ouais. Quand on lit de l'amour, on voit comme tout ce qu'il écrit de l'amour est inspiré par ses propres aventures et ses propres déboires. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de montrer que, au fond, Descartes, dans le traité des passions, on dit qu'il n'y a pas tellement de différence, on peut aimer un chien, son pays, sa femme, Dieu. Et je crois qu'il me touche quelque chose qui est, l'amour c'est une affaire de degrés.
Donc, quelque part dans ce livre, voilà, on étudie ces différents degrés. Évidemment, il y a des différences. Mais je pense que, bon, les Grecs distinguent Eros, Philia, Agapé. Bon, quand on aime quelqu'un, il y a un peu des trois toujours. Il y a de l'Eros, il y a de la sensualité. Il y a Philia, c'est-à-dire la relation de fraternité, égalitaire. Et puis, il y a quelque chose d'un peu au-delà, qui est de transcendantal, quelque part, qui va au-delà Et donc, c'est toujours un peu des trois. Donc, on pourra peut-être nous reprocher ça, le fait d'avoir confondu. Moi, je ne fais pas de distinction entre l'amour et la passion. Je sais bien que c'est différent. J'ai connu les deux dans ma vie. C'est compliqué, ça. Hein. Mais la seule chose que je dirais, c'est que dans l'amour, dans la passion, on est subjugué par quelqu'un qu'on croit, par un adversaire qu'on croit supérieur à soi, avant de s'apercevoir qu'on est son seul tyran. Dans l'amour, c'est pas ça, on va vers l'autre, on fait un chemin vers l'autre, et en espérant que l'autre fera un chemin vers vous. Mais l'amour, unrequited love, comme disent les Anglais, l'amour non partagé, ça reste de l'amour. Stendhal n'a cessé d'aimer une dame qui s'appelait Mathilde, qui s'est foutue de sa gueule, il n'y a pas d'autre mot. Qu'est-ce que ça change ? Je vous disais tout à l'heure, Frédéric Fernet, que j'avais l'impression d'avoir eu une conversation avec deux amis. Et puis à un moment, je tombe sur cette phrase, aimer, c'est imiter. Je me dis, tiens, ils y vont fort quand même. Et puis, je me suis pris au jeu. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la lecture, je me suis dit, finalement, qui est-ce que j'ai imité ? Quel livre, quel film, quel musicien, quelle chanson ? Parce qu'il y a aussi beaucoup de références dans d'autres domaines que la littérature. C'était un peu le but du jeu aussi, de mettre le lecteur en danger. De nous mettre en danger, nous. Oui. Alors, est-ce que ça fait vaciller aussi le lecteur peut-être. Là, je vous dis, vous êtes un de nos premiers lecteurs, donc je ne sais pas encore comment ce livre va être reçu. Je me dis que c'est un objet quand même complètement fou. Ouais. Quand j'ai proposé ça à Albin Michel, je me suis dit, ça ne peut pas passer, c'est trop... ou alors, ils vont me dire, fais une encyclopédie. Ben non, ce n'est pas une encyclopédie. Parle de toi. Ben non, je ne parle pas que de... Voilà. C'est les formes de l'amour. Alors, il y a un chapitre, moi, qui m'est très cher, qui parle de l'amour, de la mystique de l'amour en poésie persane. Parce que ça, là, effectivement, je me mets en danger, je m'aventure dans un terrain, dans un monde qui n'est pas le mien. Aimer, c'est croire sans preuve, contre les preuves, malgré les preuves. Ouais. Franchement, c'est une grande réussite. Je trouve que c'est drôle et sérieux, érudit et divertissant. Et surtout, je trouve que ce livre tombe au très très bon moment. Figurez-vous pas que pendant que je vous lisais, j'ai lu cette nouvelle sur Internet. Aujourd'hui, les couples, avant de cohabiter, ils signent un contrat où on définit le nombre d'heures pendant lesquelles on va se voir durant le mois et le nombre de rapports sexuels dans le mois. On est très très loin du romantisme, de la passion, du fol amour, du libertinage qu'il faut absolument remettre au centre du jeu, non ? Alors oui, sauf que vous aurez noté que c'est un livre qui est très anti-romantique. Il y a dans le chapitre politique de la passion, je veux dire, le romantisme, c'est très violent ce qu'on écrit sur le romantisme. Donc c'est pas ça. Non, moi ce dont vous parlez, à mon avis, c'est la législation des égards. Ce qu'on a perdu, c'est ce que Mona Ozouf appelle la législation des égards. Et on est de plus en plus effectivement pris dans des relations de contrat dans lesquelles chacun exige d'avoir un certain nombre de choses, voilà, et tout ça est écrit. Or, l'amour, c'est la relation innégociée par excellence. On ne peut pas mettre tout ça par contrat. Donc, d'où que certains imaginent qu'on va vers la fin de l'amour. Hein. Il y a des gens qui pensent que peut-être... Moi, j'y crois pas. Hein. Moi, je pense que même dans 2000 ans, dans un aéronef, si on lit Le Rouge et le Noir, on aura un choc. Pourtant, vous êtes inquiet par rapport au langage et aux mots. C'est ma nature. Depuis tout petit, déjà, je suis inquiet. Je vous cite, vous parlez à la fin du livre du gaspillage des mots, et vous dites « Dès lors, l'amour est-il encore possible ? Est-il encore désirable ? Est-ce encore de l'amour, ce qu'on a appelé l'amour ? Ouvrez les journaux, allumez la télévision, parcourez les réseaux sociaux, écoutez le français tel qu'on le parle. Ce n'est pas le langage de Proust, De Gaulle ou Verlaine, n'est-ce pas ? On est confronté au jour le jour à un ramas effarant de mots obscurs, de fautes grammaticales et de slogans qu'on nous assène sans relâche et qu'on finit par accepter de guerre lasse. On a pris l'habitude de gaspiller les mots, le peu de mots qu'il nous reste. Aujourd'hui, vous voyez, un traité des passions, c'est un livre sur le chocolat. Oui, c'est ça. Si Emma Bovary...
Emma Bovary, aujourd'hui, elle s'achèterait une décapotable et puis elle irait passer un week-end à Deauville et voilà, quel est le problème? Je pense que c'est parce qu'on veut évacuer le tragique aussi. Encore une fois, on veut évacuer le risque, évacuer le tremblement, la crainte. Or, ça fait partie Pourquoi je ne suis pas bouddhiste? Parce que dans le bouddhisme, je veux dire, vous supprimez l'amour, mais vous supprimez la crainte, donc vous supprimez l'amour. C'est un couple, ça va ensemble. Aimer, c'est... Vous ne m'avez pas demandé quelle était ma définition, je vais oser vous en donner une. Aimer, c'est trembler pour quelqu'un, pour moi. Et ça, je le sais depuis que j'ai des enfants. Aimer, c'est trembler pour quelqu'un. Mais quand vous êtes éperdument épris de quelqu'un, vous avez peur. Abolir la peur, c'est très bien, mais vous abolissez tout ce qui va avec. Même pour un chien. Si Absolument. votre chien, votre chat n'est pas rentré, mais où est-ce qu'il est, mon Dieu? Si vous en foutez, il n'y a pas de problème. En tout cas, ça fait du bien de s'interroger sur l'amour, et en vous lisant, on s'interroge forcément sur son rapport à l'amour. Merci beaucoup, Frédéric Fernet. Merci à Je vous. rappelle qu'Eros, l'encre du désir, l'ouvrage que vous co-signez avec Jean-Jacques Vincenzini, sortira le 1er septembre. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est d'un très grand livre d'amour dont il va être question maintenant. Le psychanalyste américain Irvin Yalom a écrit de très nombreux ouvrages, et notamment Comment je suis devenu moi-même chez Albin Michel. Marilyn Yalom, son épouse, est historienne, féministe, professeure à l'Université de Californie, spécialiste de littérature française. Elle est l'auteur de très nombreux ouvrages, notamment sur les femmes pendant la Révolution française. Irvin Yalom a consacré sa carrière à conseiller ceux qui souffrent d'anxiété et de chagrin, et à les aider à faire face à l'idée de la mort. Et un jour, sa femme, Marilyn, a été atteinte d'un cancer très grave dont elle connaissait l'issue. Irvin Yalom nous raconte l'histoire d'un livre absolument incroyable. I'd like to talk about the other book that we wrote, and I think probably some of you have seen this picture on the book. And there's a picture of Marilyn and me walking down this path in Bowles Park near my home. And one day when we were walking on that, Marilyn said to me that I have an idea for a book for us to write. And I said to her, and she told me it would be a book about her own illness and what was going to happen to her, and then we should write that book together. And Marilyn's often coming up with book projects, very, very often, many, many more than were actually seen to occur. But I thought about this for a moment. I told her, well, I am working on another book, so I think it'd be a great book for you to do. She said, no. You and I are going to write this book together. She was very strong-willed at times. And so we began writing this book. And it was a very difficult book to write. We wrote the first part together with alternating chapters. She would write a chapter about her, what she was doing, about her medical progress. Much of the last few months of her life, she would spend at least one day a week in the hospital getting medication. Multiple myeloma was her illness, a disease of blood cells. It sometimes can be really helped by medication. Some people can live for many years. None of the medication was helpful to Marilyn, and eventually we had to stop medication, and Marilyn was very strong-willed about many things, and she began to feel so badly, that she decided that she would ask for physician-assisted dying, which is legal in the state of California. Eventually, she chose at the time when she could no longer bear the pain and the agony she was going through, and took the medication that was given to her.
she wanted the whole family near her, and our 4 children were standing around her while she zipped this medication through a straw. You have to be able to drink it yourself. You can't get it through injection. You have to be wide awake enough so that you are actually making this choice. And so she sipped this medication, and I was standing by her side, and I just counted her breaths, and she took 16 breaths, and then she died. I leaned over and kissed her on the forehead. It was just a minute or two later, and she was already cold. And the line in that book that touches me the most is the line that I wrote, that I'll never forget that icy kiss. And lo and behold, I never have. So her life ended with this book. And I should say that after Marilyn died, I wrote the rest of the book by myself. And it was a book of, the name of the book, it's a matter of death and life. A matter of death, Marilyn's death, a matter of life, which is my life after her death. And so the second half of the book is my going through my missing her, my grief, how I could recover from this. It was, I knew that my prognosis was not good. I rarely ever worked with anybody who had such a long relationship, going back to when they were 15. I'm now 89. I devoted the rest of that book to what it was like to live without Marilyn, and what my grief was like, and how I could possibly get over it. And it's been extremely slow. I've worked with patients with grief for a while, quite a long time. In fact, I led groups of people who were grieving, and I began thinking that it turned my attention to being an observer of my own grief, and began trying to write what was happening to me in my grief. Writing has been a lifesaver for me, and I've been writing pretty continuously much of the day, or ever since she died. It's been about 15 months now. I can never forget her, so I'll stop here. Une question de mort et de vie, Irvine et Marilyn Yalom, un livre bouleversant, sage, le livre d'un formidable amour aussi. Il sortira le 1er octobre. Et le très grand plaisir d'accueillir Elsa Godard. Bonjour. Bonjour. Elsa Godard, vous êtes philosophe, psychanalyste, directrice de recherche à l'université Gustave Eiffel, critique de livres pour Psychologie Magazine. Vous avez publié de nombreux ouvrages, notamment chez Albin Michel, Ce qui dépend de moi, ce qui ne dépend pas de moi, Je selfie donc je suis, et la psychanalyse va-t-elle disparaître ? Point d'interrogation. Vous nous proposerez en novembre en finir avec la culpabilisation sociale. Et c'est un rendez-vous chez le pédiatre avec votre fille qui vous a décidé à rejeter ce principe de culpabilisation que la société nous fait porter en permanence. Vous avez littéralement décidé de changer de vie. Oui, alors j'ai peut-être une situation un peu particulière, a priori du moins, puisque j'élève seule mes enfants, par choix, depuis toujours, et que j'habite à Paris. Déjà, ça me place dans une situation précise. Et je suis plutôt quelqu'un de jovial et d'heureux, originaire du Sud, d'une bonne nature, pourrait-on dire. Et je me voyais m'enfoncer petit à petit au quotidien avec un poids. Je rentrais de l'école avec mes enfants dans la répétition quotidienne ce que les parents appellent souvent le tunnel du soir, ouais. C'est-à-dire les devoirs, le bain, faire à manger, coucher les enfants, la routine. Et plus je rentrais, plus je m'enfonçais dans cette routine, et plus je sentais un fardeau sur les épaules, et je comprenais pas d'où il venait.
Et puis, ce fameux rendez-vous à la PMI avec une pédiatre. Violent, hein, j'ai trouvé. Violent. Alors, en plus, peut-être préciser que j'enseigne l'éthique médicale. Oui, quand même. Ça veut dire que je suis dans la relation soignant-soigné et qu'on essaie d'améliorer le lien qu'il peut y avoir entre des personnes en souffrance et puis les personnes qui vont être amenées à les accompagner dans un parcours de soins. Eh bien là, je me fais littéralement agresser avec des injonctions, des représentations courbes à l'appui. Et j'ai trouvé que ce bref, parce que c'est évidemment très rapide, on ne prend pas 2 temps, ce bref moment était archétypal de certains symptômes de notre société contemporaine. Alors évidemment, avec le Covid-19, ces contraintes ont encore augmenté et ont mis en lumière que culpabilité et responsabilité sont intimement liées. Vous le démontrez très bien dans votre livre. Vous parlez de culpabilité de contrainte et de soumission volontaire. Alors, ce livre est parti de plusieurs événements. Alors, il y a eu ce point avec la pédiatre qui a été le point de bascule, pourrait-on dire, où je me suis dit, bon, ce sujet-là, je ne peux plus fermer les yeux dessus, je dois m'y atteler. Et puis, il y a eu évidemment la crise sanitaire avec le tri des patients. Et comme je le disais, étant donné que je suis amenée à accompagner nombre de médecins dans un cheminement et une réflexion éthique, et quand ils ont traversé cette problématique qui est celle, alors qu'on entend couramment dans les médias sous le nom de tri des patients, qui est une réalité dans un contexte d'urgence, mais qui n'a pas attendu le Covid pour exister, hein, qui est une réalité de terrain dans le registre médical. Il y a eu ça. Il y a eu aussi, un peu à la même période, une réflexion sur le prolongement de la loi autorisant l'IVG de 12 à 14 semaines. Et puis, beaucoup de patients au cabinet avec cette problématique relative à l'IVG, et puis de constater qu'il y a très peu de choses écrites en termes de philosophie ou même de psychanalyse sur l'IVG, pas quand il s'agit d'accompagner le trauma que ça implique, quand ça implique un trauma, parce que tous les IVG ne sont pas traumatiques, mais il n'y a pas non plus de philosophie. Alors il y a Simone de Beauvoir, évidemment, on peut la citer, mais c'est très peu. Et me souvenir d'un cas d'une de mes patientes particulièrement emblématique, là encore, de la société contemporaine et de ce que peut être évoqué sous la forme de malaise, m'a sauté à l'esprit et m'a rappelé la puissance de ce que j'appelle des choix contraints. Et ce livre est né de tout cela, c'est-à-dire de la rencontre, de l'observation de plusieurs problématiques malaises, vécues à différents niveaux que je vais brièvement exposer, et de répondre à cette question, comment on fait pour continuer à vivre avec ça? Alors c'est ça, pour moi c'est le point fort du livre, c'est que vous montrez une voie pour survivre à ces mécanismes de choix, contraintes, culpabilité, ce que vous appelez le principe de vie. Alors, plusieurs choses. Déjà, pour commencer, je démontre, je cherche à lever le voile de certaines situations paradoxales que j'appelle les choix contraints, c'est-à-dire, pour vous donner une illustration qui parlera, je pense, à tout le monde, le choix de Sophie. Oui. Donc c'est une illustration empruntée bien expliqué. Oui. Alors empruntée à la littérature, certes, mais qui a été commentée par Camus, par Günther Anders, etc. Et où on montre la tension entre ce qui n'est pas de l'ordre du désir, mais que je dois faire. C'est une soumission du désir. C'est le désir qui plie sous l'effet de la volonté, pourrait-on dire. Car finalement, je suis face à un choix contraint entre la peste et le choléra, entre le marteau et l'enclume, pour emprunter des expressions courantes. Bien finalement, je dois trancher là où je ne veux pas trancher, là où mon désir est ailleurs. Et là, je suis en situation de désespoir, parce que je me dois d'agir contre ma volonté, mais pour autant, ça reste un choix. Et la grande question que je me suis posée, c'est que quand on est placé en situation telle que le choix contraint, qu'on n'a pas d'autre choix que celui de choisir alors qu'on ne veut pas choisir, eh bien, cela induit inéluctablement un sentiment de culpabilité. Et je ne travaille pas sur la culpabilité personnelle, mais sur cette culpabilité qui nous est fait porter, hétérogène, pourrait-on dire. Cette culpabilité qui nous est fait porter, ces mécanismes, ces ressorts, ces discours sociétaux qui font que on est placé dans des situations de choix contraints et qui créent ce que j'appelle, pour bien montrer la différence d'une problématique personnelle ou psychologique, qui nous mettent en situation de culpabilité de contrainte. Et la grande question que je me suis posée, une fois qu'on a décortiqué tout ça, que j'ai montré en quoi, que j'ai mis au jour en quoi cette culpabilité de contrainte, qui était inévitable, se trouvait dans la vie domestique,
avec des violences faites aux femmes, par exemple, dans le domaine professionnel, avec des managers qui nous placent en situation d'injonction paradoxale, dans notre rapport au corps, à la santé, etc. Une fois que j'ai montré tout cela, que je l'ai dénoncé d'une certaine manière, ben c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on en fait? La grande question, c'est comment survivre à un tel sentiment de culpabilité. Eh bien, je pense que la seule issue, et ça j'ai tellement pensé à mes médecins, parce que quand ils sont placés face à de tels dilemmes moraux, où ils se trouvent dans une solitude inextricable, la question c'est que quels que soient les conseils, les amitiés, les soutiens, quand on rentre chez soi le soir et qu'on se retrouve seul face à soi-même, même si on a lu tout Aristote, Kant et Lévinas, pour ne citer que, on est très content parce qu'on a quelques arguments, quelques concepts qui nous aident à avancer, mais il me semble qu'humainement parlant, ça ne suffit pas. Et j'en appelle à ce que j'appelle un principe de vie. C'est-à-dire qu'il faut bien rappeler que le paradoxe de ce choix contraint, c'est que quand on est placé en situation de choix contraint, on sait immédiatement quoi décider. Et ça, c'est surprenant, parce que c'est pas un choix rationnel, la raison est ailleurs. C'est pas un choix pulsionnel, puisque c'est un choix pensé. C'est un choix qui vient de quelque part, du tréfonds. C'est un choix qui, pour moi, se résume à l'idée, en toutes circonstances, comment sauver sa peau. Quand bien même sauver sa peau, ce serait aussi mourir. Et pour terminer, c'est que déjà comprendre ça, et ensuite en appeler à ce que j'appelle une responsabilité juste. Alors, j'allais y venir, mais penser la culpabilité, ça nécessite tout de même l'expression de loi, vous le dites. Hein, il y a des lois, des règles, des codes, des normes morales. Or, il y a parfois un fossé qui me paraît énorme entre la conscience morale qui nous est propre et les lois morales édictées par la société. Oui. Et ça, c'est le nœud du problème. Oui, c'est le nœud du problème parce que, prenons une dystopie. Imaginons que nous soyons abreuvés en permanence, alors ça c'est une dystopie, hein. Nous soyons abreuvés en permanence de règles, de lois, d'injonctions à devoir être, à devoir faire, et qu'au final on rentrerait dans ces normes qui créeraient des habitudes de pensée et donc qui créeraient un impensé. Ce qui fait qu'on accepterait ces normes sans plus les questionner. Et cela nous mettrait à distance, non pas de la loi morale qui serait imposée, comme toujours par la société, la culture, le contexte, mais nous mettrait à distance de notre sentiment moral. Et comme vous le dites si justement, ce sentiment moral, c'est aussi ce qui fait l'humanité en l'homme. C'est la condition de l'humain. J'ai beaucoup aimé votre chapitre consacré aux réseaux sociaux et à la cancel culture. La cancel culture, elle est vraiment en train d'établir une norme? Ça fait partie... Alors, toute la difficulté de ce livre, et là, je termine les dernières coutures, toute la difficulté de ce livre, c'est de surtout pas être à charge et de ne pas tomber dans des généralités, surtout pas dans des jugements. Ça, c'est une grande leçon que j'avais reçue du selfie, hein, qui était un phénomène très récent à l'époque. Et donc, je pense qu'il faut faire attention de ne pas généraliser. Mais il est assez juste de penser que... Je vais prendre un exemple concret que je prends dans le livre aussi, qui répond à la cancel culture. Les algorithmes, par exemple, il y a quelque temps, les algorithmes d'Instagram avaient interdit certaines photos, donc de nudité d'enfants, notamment le torse d'enfants, jugeant que c'était donc immoral. Et force est d'admettre qu'en étant habitué à ces usages des réseaux sociaux, un adolescent, un enfant qui serait amené à grandir avec ça, intégrerait cette norme et donc ferait donc du buste d'une petite fille de 8 ans qu'on exposerait à la vue de tous quelque chose d'amoral parce que la nudité serait donc sexuée. Donc cela signifierait qu'on est en train de sexualiser un enfant de 8 ans. Et donc on intègre ça d'une certaine manière et le fait de l'intégrer nous empêche de l'interroger, nous met à distance d'un principe critique qui nous permet justement d'être libre. Et là je pense que le danger est là, que ce soit pour la cancel culture ou pour quantité de discours médiatiques, politiques, ambiants, on est abreuvé, on suffoque sous ces discours-là. Faut-il encore avoir la possibilité de les interroger? Et un point qui est très important de cette problématique liée à la culpabilisation sociale, j'ai envie de dire à qui profite le crime. Déjà, de rappeler qu'on est tous coupables à tour de rôle, puisqu'on est tous amenés à la fois à juger en permanence, à évaluer et à critiquer. Deuxième, sans en avoir pour autant toujours les compétences. Et la deuxième chose, c'est que ce principe de culpabilisation, quand on culpabilise,
quand on nous fait porter le poids d'une culpabilité, eh bien, le propre de la mauvaise conscience, c'est que ça crée des inhibitions. Et donc, on est tout entier tourné vers soi-même et non plus vers le monde. Et ces inhibitions, elles nous empêchent de nous révolter, elles nous empêchent de nous opposer, elles nous empêchent de penser. Et donc, c'est force d'admettre en conclusion, de ce point de vue-là, que ça empêche de faire société au sens du corps social. Parce que ça nous désolidarise du monde et de l'autre. Alors, une dernière question brièvement, Elsa Godard. Pour sortir de la spirale de la culpabilité, on a parlé de ce principe de vie qui passe par ce que vous avez appelé une responsabilité juste. Vous y faisiez allusion tout à l'heure. C'est quoi, en 2 mots, la responsabilité juste? Eh bien, comme un sursaut qui serait aussi bien celui de notre humanité que de notre liberté, être capable, au moment de cette situation de culpabilité issue des choix contraints, de cette culpabilité de contrainte, comme dans un sursaut, comme un élan de survie, poser simplement cette question. Qui sont les vrais coupables? Qui m'a placé en situation de choix contraint? Le médecin n'a pas décidé de se retrouver là aux urgences pour savoir s'il devait donner l'ultime lit à 3 heures du matin. De la même manière, alors c'est un choix, c'est une illustration de la littérature, mais Sophie n'a pas voulu choisir entre son fils et sa fille, elle n'avait pas le choix. La question, c'est qui lui a donné un pistolet entre les mains, bien que ce soit elle qui ait appuyé sur la gâchette. Merci beaucoup Elsa Godard. On finira avec la culpabilité sociale. Culpabilisation. La culpabilisation, pardon. On finira avec la culpabilisation sociale. Vous voyez, j'ai voulu aller trop vite. C'est le titre de votre ouvrage qui sortira en novembre. J'aimerais dire un mot sur votre écriture aussi, parce que généralement les essais, on n'appelle pas ça de la littérature. Là, franchement, j'appelle ça de la littérature. Merci beaucoup. De la culpabilité à la honte, il n'y a qu'un pas que nous allons franchir allègrement. Eh ben, la honte, on y est avec Frédéric Gros qui est de l'autre côté de l'écran puisqu'il ne pouvait pas être présent ce matin avec nous. Bonjour Frédéric Gros. Bonjour. Vous êtes ancien élève de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, agrégé de philosophie, professeur de pensée politique à Sciences Po Paris. Après le succès de Posséder et de Désobéir qui ont obtenu plusieurs prix, puis de Guérisseur des âmes, vous nous proposerez le 1er septembre « La honte est un sentiment révolutionnaire », une magistrale réflexion sur la honte. Je me suis demandé pourquoi la honte n'avait pas davantage intéressé les philosophes jusqu'ici. Et qu'est-ce qui fait que vous y êtes intéressé? Alors c'est vrai qu'il y a des espèces de passages obligés, style Sartre, L'être et le néant, etc. Quelques passages chez Lévinas, mais en général, la philosophie qui aime réfléchir sur l'âme, l'intériorité, et pas trop aller chercher du côté de la honte, peut-être parce que c'était complexe, peut-être parce qu'il y avait un branchement politique trop fort, mais c'est vrai que c'est un peu la pensée morale, la honte. Et je crois que surtout, c'est parce qu'elle a, comment dire, elle a souffert de la comparaison avec la culpabilité qui était le grand sentiment, qui était où on pouvait faire sonner les trémolos, etc. Et du coup, la honte paraissait comme quelque chose d'un petit peu superficiel et finalement pas très intéressant. D'ailleurs, vous l'écrivez au début de votre livre, quand vous parlez de votre projet à un ami, il vous dit « mais la honte, quelle drôle d'idée, quel drôle de sujet, la culpabilité j'aurais compris, mais la honte ». Il y a quand même une complicité entre la culpabilité et la honte. Je pense qu'il y a des moments où la frontière est effectivement un peu poreuse. Parce qu'après tout, on peut. Est-ce que quand on a fait des choses qui sont peut-être pas très très reluisantes, est-ce qu'on a honte devant soi ou est-ce qu'on se sent coupable? Voilà. Mais je crois que la culpabilité est pas très partageable. Je veux dire par là qu'on peut pas se sentir coupable pour quelqu'un. Envers quelqu'un, oui, mais avoir honte pour quelqu'un, c'est-à-dire avoir honte du fait que lui-même a honte, ça c'est possible. Je veux dire par là qu'il y a un mouvement de l'imagination, de décentrement vers l'autre, dans la honte qu'il n'y a pas dans la culpabilité qui nous fixe au socle de notre subjectivité, où on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait, etc. Alors dans la honte,
on est envahi par les fantômes des autres, quoi, qui dansent autour de nous. Je vais essayer de faire comprendre à ceux qui nous regardent la richesse de votre livre. Et on va dire qu'il y a 3 sortes de honte. La première est résumée par Nietzsche. Quel est ce sceau de la liberté conquise? Ne plus avoir honte de soi-même, c'est la honte tristesse, c'est ça? Ouais, je crois qu'il y a un premier foyer de sens, mais qui est très très reconnu et assez massivement dénoncé, qui est cette douleur d'être soi, cette incapacité à supporter la brûlure du regard de l'autre, le résultat des minorisations, des infériorisations, du mépris social, ce moment où on découvre la société comme un système de jugement terrible. C'est vrai qu'il y a une première honte dont on dit qu'il faut s'en débarrasser pour être soi-même, pour pouvoir être un peu dans le bonheur et dans l'épanouissement, il faut chasser toute honte, devenir fier de soi-même, etc. C'est vrai qu'il y a cette honte tristesse qui était, vous avez raison de le souligner avec cette citation de Nietzsche, qui était détestée par Nietzsche, mais je pense que ça épuise pas le sujet, justement. Il y a la honte retenue aussi qui, elle, est résumée par Platon. La honte est le principe directeur de l'homme de bien, c'est le régulateur des rapports sociaux de ce point de vue. Oui, c'est-à-dire que alors ce qu'on peut fabriquer avec la honte, c'est justement l'adjectif éhonté. Et quelqu'un d'éhonté, c'est quelqu'un qui n'a pas de limite, qui n'a pas de retenue. Et donc, on peut découvrir qu'effectivement, la honte, mais comme une espèce de mécanique intérieure, est une manière de se retenir au bord de la facilité, au bord de l'indignité, au bord de beaucoup de choses, même monstrueuses. Et on peut en faire. Elle a été considérée longtemps comme une vertu majeure, effectivement, parce qu'elle permettait de nous retenir. C'est dans ce sens qu'on peut lire, par exemple, enfin c'est comme ça que je le lis, chez Deleuze, une affirmation qui serait la fonction de la philosophie, c'est de faire honte à la bêtise. S'il y a un peu de philosophie, c'est que ça nous permet de nous retenir un peu au bord de l'abîme de la facilité et de l'imbécilité. La troisième sorte de honte est probablement la plus intéressante. La honte colère, celle qui a donné son titre à votre livre. La honte est un sentiment révolutionnaire. La phrase est de Karl Marx. C'est l'énergie politique finalement qui mène à combattre les injustices. Exactement, c'est-à-dire qu'on sent bien, penser je sais pas, au cri par exemple d'Adèle Haenel lors de la 45e cérémonie des Césars, c'est une honte, on sent bien que c'est pas de la tristesse, que c'est pas de la retenue, et qu'il y a là quelque chose comme le témoignage un peu douloureux d'une indignation, où on fait l'expérience que les choses ne vont pas, qu'elles ne sont pas normales, qu'elles divaguent, et qu'en même temps on fait l'expérience un peu de son impuissance. Et la honte, c'est cette alchimie-là. Et vous avez raison, elle se nourrit de colère. Hein. Les Grecs disaient que la honte avait sa source dans le thumos, c'est-à-dire cette dimension thymique, le cœur. Pour avoir honte de cette honte-là, il faut penser aux autres, il faut avoir gardé sa capacité d'indignation et pas considérer que les choses vont très bien comme elles vont, qu'après tout c'est la réalité et qu'il faut l'accepter. Elle vous donne l'occasion, cette honte colère, de vous interroger sur le rôle, la fonction aussi de la philosophie et peut-être de sa fonction secrète qui serait de provoquer cette honte, la troisième, celle qui augmente notre colère et qui nous rend plus solidaires finalement. Oui, je pense que ça fait... Alors, on a un peu du mal à le dire parce qu'on est tellement habitué à voir dans la honte ce sentiment dont il faut absolument se débarrasser, qu'on a parfois du mal à se dire qu'après tout, quelqu'un qui me fait honte, mais pas au sens où il va me minorer, m'inférioriser, me mépriser, etc., mais simplement, j'allais dire, me mettre un peu à la verticale de mes propres limites, de mes propres imperfections, ça peut être salutaire avec cette, pas une ambiguïté, mais au fond, cette spécificité
génial, je trouve, de la philosophie, qui est qu'il s'agit de faire honte au savoir, mais au savoir en tant qu'ils peuvent être terroristes, humiliants, etc., et que ce sont toujours des pseudo-savoirs, des savoirs dont on s'enorgueillit, etc. On n'a pas honte, on ne peut pas avoir honte de son ignorance, et c'est tout le partage entre le faire honte de la philosophie et le faire honte scolaire. Dans la philosophie, on fait honte à personne de son ignorance, mais de croire savoir alors qu'on ne fait que réciter, oui, ça c'est vraiment honteux. Je disais au début de cet entretien que les philosophes s'étaient peu intéressés à la honte. Ce n'est pas le cas des écrivains, et vous en convoquez un bon nombre. Camus, Kafka, Baldwin, et même Salman Rushdie à la toute fin du livre avec cette citation « Les deux principales racines de la violence sont la honte et l'absence de honte, et ce n'est pas la même violence, ajoutez-vous ». Oui, c'est vrai que je suis toujours... comment dire, il y a une condamnation, mais qui est tout à fait compréhensible de la violence, et qui fait qu'on dit toute violence est inacceptable, qui empêche aussi d'aller chercher du côté des sources même de la violence. Et je pense qu'il y a une violence qui provient d'une instrumentalisation des autres tout à fait néfaste, méprisante, de l'exploitation, enfin tout ce qu'on veut. Mais il y a aussi des explosions, des explosions qui sont dues au mépris ressassé, etc. Et quand je dis que c'est pas la même violence, je dis que oui, que la violence des éhontés, c'est-à-dire de ceux qui n'ont jamais honte, n'est pas superposable à une réaction d'exaspération par rapport à ceux qui sont toujours précisément dans méprisé et infériorisé, et que ça peut être libérateur, qu'il peut y avoir quelque chose de libérateur dans le fait de laisser exploser sa colère. Merci beaucoup Frédéric Gros. La honte est un sentiment révolutionnaire, c'est le titre de votre ouvrage qui sera en librairie le 1er septembre. Merci infiniment. Merci à vous. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette présentation de la rentrée Idées et Savoir des éditions Albin Michel. Comme vous avez pu le constater, elle nous promet des livres forts, novateurs, précieux pour la pensée et les connaissances contemporaines. Merci à tous, bonne fin de matinée.